Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane ou bonjour. J'espère que vous allez bien. Je crois que Manon Lescaut touche à sa fin. Ce sera la dernière lecture ou l'avant-dernière. Au pire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour une... je ne sais pas, pour une conclusion éclairée comme d'habitude. Donc à tout à l'heure, après environ une demi-heure de lecture. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, notre mauvais génie travaillait à nous perdre. Nous étions dans le délire du plaisir et le glaive était suspendu sur nos têtes. Le fil qui le soutenait allait se rompre. Mais, pour mieux faire entendre toutes les circonstances de notre ruine, il faut en éclaircir la cause. GM était suivi d'un laquais lorsqu'il avait été arrêté par le garde du corps. Ce garçon, effrayé de l'aventure de son maître, retourna en fuyant sur ses pas, et la première démarche qu'il fit pour le secourir fut d'aller avertir le vieux GM de ce qui venait d'arriver. Une si fâcheuse nouvelle ne pouvait manquer de l'alarmer beaucoup. Il n'avait que ce fils, et sa vivacité était extrême pour son âge. Il voulut d'abord savoir du laquais tout ce que son fils avait fait l'après-midi, s'il s'était querellé avec quelqu'un, s'il avait pris part au démêlé d'un autre, s'il s'était trouvé dans quelque maison suspecte. Celui-ci, qui croyait son maître dans le dernier danger et qui s'imaginait ne devoir plus rien ménager pour lui procurer du secours, découvrit tout ce qu'il savait de son amour pour Manon et de la dépense qu'il avait faite pour elle. La manière dont il avait passé l'après-midi dans sa maison, jusqu'aux environs de 9 heures, sa sortie et le malheur de son retour. C'en fut assez pour faire soupçonner au vieillard que l'affaire de son fils était une querelle d'amour. Quoiqu'il fût au moins 10h30 du soir, il ne balança point à se rendre aussitôt chez monsieur le lieutenant de police. Il le pria de faire donner des ordres particuliers à toutes les escouades du quai et, lui en ayant demandé une pour se faire accompagner, il courut lui-même vers la rue où son fils avait été arrêté. Il visita tous les endroits de la ville où il espérait le pouvoir trouver, et n'ayant pu découvrir ses traces, il se fit conduire enfin à la maison de sa maîtresse, où il se figura qu'il pouvait être retourné. J'allais me mettre au lit lorsqu'il arriva. La porte de la chambre étant fermée, je n'entendis point frapper à celle de la rue, mais il entra, suivi de 2 archers, et s'étant informé inutilement de ce qu'était devenu son fils, il lui prit envie de voir sa maîtresse pour tirer d'elle quelque lumière. Il monta à l'appartement, toujours accompagné de ses archers. Nous étions prêts à nous mettre au lit. Il ouvre la porte et nous glace le sang par sa vue. « Ô Dieu, c'est le vieux GM, dis-je à Manon. Je saute sur mon épée. Elle était malheureusement embarrassée dans mon ceinturon. Les archers qui virent mon mouvement s'approchèrent aussitôt pour me la saisir. Un homme en chemise est sans résistance. Ils m'ôtèrent tous les moyens de me défendre. GM, quoique troublé par ce spectacle, ne tarda point à me reconnaître. Il remit encore plus aisément Manon. « Est-ce une illusion ?» nous dit-il gravement. « Ne vois-je point le chevalier des Grieux et Manon Lescaut ?» J'étais si enragé de honte et de douleur que je ne lui fis pas de réponse. Il parut rouler pendant quelque temps diverses pensées dans sa tête. Et, comme si elles eussent allumé tout d'un coup sa colère, il s'écria en s'adressant à moi. « Ah, malheureux, je suis sûr que tu as tué mon fils. » Cette injure me piqua vivement. « Vieux scélérat, lui répondis-je avec fierté, si j'avais eu à tuer quelqu'un de ta famille, c'est par toi que j'aurais commencé. » « Tenez-le bien, dit-il aux archers, il faut qu'il me dise des nouvelles de mon fils. Je le ferai pendre demain s'il ne m'apprend tout à l'heure ce qu'il en a fait. »« Tu me feras pendre, pris-je ? Infâme, ce sont tes pareils qu'il faut chercher au gibet. »« Apprends que je suis d'un sang plus noble et plus pur que le tien. Oui, ajoutai-je, je sais ce qui est arrivé à ton fils, et si tu m'irrites davantage, je le ferai étrangler avant qu'il soit demain, et je te promets le même sort après lui. » Je commis une imprudence en lui confessant que je savais où était son fils, mais l'excès de ma colère me fit faire cette indiscrétion. Il appela aussitôt 5 ou 6 autres archers qui l'attendaient à la porte, et il leur ordonna de s'assurer de tous les domestiques de la maison. « Ah, monsieur le chevalier, reprit-il d'un ton railleur, vous savez où est mon fils, et vous le ferez étrangler, dites-vous. Comptez que nous y mettrons bon ordre.
Je sentis aussitôt la faute que j'avais commise. Il s'approcha de Manon, qui était assise sur le lit en pleurant. Il lui dit quelques galanteries ironiques sur l'empire qu'elle avait sur le père et sur le fils, et sur le bon usage qu'elle en faisait. Ce vieux monstre d'incontinence voulut prendre quelque familiarité avec elle. « Garde-toi de la toucher, m'écriai-je, il n'y aurait rien de sacré qui te pût sauver de mes mains. » Il sortit en laissant 3 archers dans la chambre, auxquels il ordonna de nous faire prendre promptement nos habits. Je ne sais quels étaient alors ses desseins sur nous. Peut-être eussions-nous obtenu la liberté en lui apprenant où était son fils. Je méditais en m'habillant si ce n'était pas le meilleur parti. Mais s'il était dans cette disposition en quittant notre chambre, elle était bien changée lorsqu'il y revint. Il était allé interroger les domestiques de Manon, que les archers avaient arrêtés. Il ne put rien apprendre de ceux qu'elle avait reçus de son fils. Mais lorsqu'il sut que Marcel nous avait servi auparavant, il résolut de le faire parler en l'intimidant par des menaces. C'était un garçon fidèle, mais simple et grossier. Le souvenir de ce qu'il avait fait à l'hôpital pour délivrer Manon, joint à la terreur que G.M. lui inspirait, fit tant d'impression sur son esprit faible qu'il s'imagina qu'on allait le conduire à la potence ou sur la roue. Il promit de découvrir tout ce qui était venu à sa connaissance si l'on voulait lui sauver la vie. G.M. se persuada là-dessus qu'il y avait quelque chose dans nos affaires de plus sérieux et de plus criminel qu'il n'y avait eu lieu jusque-là de se le figurer. Il offrit à Marcel non seulement la vie, mais des récompenses pour sa confession. Ce malheureux lui apprit une partie de notre dessein sur lequel nous n'avions pas fait difficulté de nous entretenir devant lui parce qu'il devait y entrer pour quelque chose. Il est vrai qu'il ignorait entièrement les changements que nous y avions faits à Paris, mais il avait été informé, en partant de Chaillot, du plan de l'entreprise et du rôle qu'il y devait jouer. Il lui déclara donc que notre vue était de duper son fils et que Manon devait recevoir ou avait déjà reçu 10 000 francs qui, selon notre projet, ne retourneraient jamais aux héritiers de la maison de G.M. Après cette découverte, le vieillard emporté remonta brusquement dans notre chambre. Il passa sans parler dans le cabinet où il n'eut pas de peine à trouver la somme et les bijoux. Il revint à nous avec un visage enflammé et, nous montrant ce qui lui plut de nommer notre larcin, il nous accabla de reproches outrageants. Il fit voir de près à Manon le collier de perles et les bracelets. « Les reconnaissez-vous » lui dit-il avec un sourire moqueur. « Ce n'était pas la première fois que vous les eussiez vus. Les mêmes, sur ma foi, ils étaient de votre goût, ma belle. Je me le persuade aisément. » « Les pauvres enfants, ajouta-t-il, ils sont bien aimables en effet l'un et l'autre, mais ils sont un peu fripons. » Mon cœur crevait de rage à ce discours insultant. J'aurais donné pour être libre un moment, juste ciel. Que n'aurais-je pas donné? Enfin, je me fis violence pour lui dire avec une modération qui n'était qu'un raffinement de fureur. Finissons, monsieur, ces insolentes railleries. De quoi est-il question? Voyons, que prétendez-vous faire de nous? Il est question, monsieur le chevalier, me répondit-il, d'aller de ce pas au Châtelet. Il fera jour demain, nous verrons plus clair dans nos affaires et j'espère que vous me ferez la grâce à la fin de m'apprendre où est mon fils. Je compris sans beaucoup de réflexion que c'était une chose d'une terrible conséquence pour nous d'être une fois renfermés au Châtelet. J'en prévis en tremblant tous les dangers. Malgré toute ma fierté, je reconnus qu'il fallait ployer sous le poids de ma fortune et flatter mon plus cruel ennemi pour en obtenir quelque chose par la soumission. Je le priai d'un ton honnête de m'écouter un moment. « Je me rends justice, monsieur, lui dis, je confesse que la jeunesse m'a fait commettre de grandes fautes et que vous êtes assez blessé pour vous en plaindre. Mais si vous connaissez la force de l'amour, si vous pouvez juger de ce que souffre un pauvre malheureux jeune homme à qui l'on enlève tout ce qu'il aime, vous me trouverez peut-être pardonnable d'avoir cherché le plaisir d'une petite vengeance, ou du moins vous me croirez assez puni par l'affront que je viens de recevoir. Il n'est besoin ni de prison ni de supplice pour me forcer de vous découvrir où est monsieur votre fils. Il est en sûreté. Mon dessein n'a pas été de lui nuire ni de vous offenser. Je suis prêt à vous nommer le lieu où il passe tranquillement la nuit si vous me faites la grâce de nous accorder la liberté.
Ce vieux tigre, loin d'être touché de ma prière, me tourna le dos en riant. Il lâcha seulement quelques mots pour me faire comprendre qu'il savait notre dessein jusqu'à l'origine. Pour ce qui regardait son fils, il ajouta brutalement qu'il se trouverait assez puisque je ne l'avais pas assassiné. « Conduisez-les au petit châtelet, dit-il aux archers, et prenez garde que le chevalier ne vous échappe. C'est un rusé qui s'est déjà sauvé de Saint-Lazare. » Il sortit et me laissa dans l'état que vous pouvez vous imaginer. « Au ciel, m'écriai-je, je recevrai avec soumission tous les coups qui viennent de ta main, mais qu'un malheureux coquin ait le pouvoir de me traiter avec cette tyrannie, c'est ce qui me réduit au dernier désespoir. » Les archers nous prièrent de ne pas les faire attendre plus longtemps. Ils avaient un carrosse à la porte. Je tendis la main à Manon pour descendre. « Venez, ma chère reine, lui dis-je, venez vous soumettre à toute la rigueur de notre sort. Il plaira peut-être au ciel de nous rendre quelques jours plus heureux. » Nous partîmes dans le même carrosse. Elle se mit dans mes bras. Je ne lui avais pas entendu prononcer un mot depuis l'arrivée de G.M., mais, se trouvant seule alors avec moi, elle me dit mille tendresses en se reprochant d'être la cause de mon malheur. Je l'assurai que je ne me plaindrais jamais de mon sort tant qu'elle ne cesserait pas de m'aimer. « Ce n'est pas moi qui suis à plaindre, continuai-je. Quelques mois de prison ne m'effraient nullement, et je préférerais toujours le Châtelet à Saint-Lazare. Mais c'est pour toi, ma chère âme, que mon cœur s'intéresse. Quel sort pour une créature si charmante! Ciel, comment traitez-vous avec tant de rigueur le plus parfait de vos ouvrages? Pourquoi ne sommes-nous pas nés l'un et l'autre avec des qualités conformes à notre misère? Nous avons reçu de l'esprit, du goût, des sentiments. Hélas, quel triste usage en faisons-nous, tandis que tant d'âmes basses et dignes de notre sort jouissent de toutes les faveurs de la fortune. Ces réflexions me pénétraient de douleur, mais ce n'était rien en comparaison de celles qui regardaient l'avenir, car je séchais de crainte pour Manon. Elle avait déjà été à l'hôpital, et quand elle en fut sortie par la bonne porte, je savais que des rechutes en ce genre étaient d'une conséquence extrêmement dangereuse. J'aurais voulu lui exprimer mes frayeurs, j'appréhendais de lui en causer trop. Je tremblais pour elle sans oser l'avertir du danger, et je l'embrassais en soupirant pour l'assurer du moins de mon amour, qui était presque le seul sentiment que j'osasse exprimer. « Manon, lui dis-je, parlez sincèrement, m'aimerez-vous toujours ?» Elle me répondit qu'elle était bien malheureuse que j'en pusse douter. « Eh bien, repris-je, je n'en doute point, et je veux braver tous nos ennemis avec cette assurance. J'emploierai ma famille pour sortir du Châtelet, et tout mon sang ne sera utile à rien si je ne vous en tire pas aussitôt que je serai libre. » Nous arrivâmes à la prison. On nous mit chacun dans un lieu séparé. Ce coup me fut moins rude parce que je l'avais prévu. Je recommandai Manon au concierge en lui apprenant que j'étais un homme de quelque distinction et lui promettant une récompense considérable. J'embrassai ma chère maîtresse avant de la quitter. Je la conjurai de ne pas s'affliger excessivement et de ne rien craindre tant que je serais au monde. Je n'étais pas sans argent. Je lui en donnai une partie et je payai au concierge ce qui me restait, un mois de grosse pension d'avance pour elle et pour moi. Mon argent eut un fort bon effet. On me mit dans une chambre proprement meublée et l'on m'assura que Manon en avait une pareille. Je m'occupais aussitôt des moyens de hâter ma liberté. Il était clair qu'il n'y avait rien d'absolument criminel dans mon affaire, et, supposant même que le dessein de notre vol fût prouvé par la déposition de Marcel, je savais fort bien qu'on ne punit point les simples volontés. Je résolus d'écrire promptement à mon père pour le prier de venir en personne à Paris. J'avais bien moins de honte, comme je l'ai dit, d'être au Châtelet qu'à Saint-Lazare. D'ailleurs, quoique je conservasse tout le respect dû à l'autorité paternelle, l'âge et l'expérience avaient diminué beaucoup ma timidité. J'écrivis donc, et l'on ne fit pas difficulté au Châtelet de laisser sortir ma lettre. Mais c'était une peine que j'aurais pu m'épargner si j'avais su que mon père devait arriver le lendemain à Paris. Il avait reçu celle que je lui avais écrite 8 jours auparavant. Il en avait ressenti une joie extrême, mais de quelque espérance que je l'eusse flatté au sujet de ma conversion, il n'avait pas cru devoir s'arrêter tout à fait à mes promesses. Il avait pris le parti de venir s'assurer de mon changement par ses yeux et de régler sa conduite sur la sincérité de mon repentir. Il arriva le lendemain de mon emprisonnement.
Sa première visite fut celle qu'il rendit à Tiberge, à qui je l'avais prié d'adresser sa réponse. Il ne put savoir de lui ni ma demeure ni ma condition présente. Il en apprit seulement mes principales aventures depuis que je m'étais échappée de Saint-Sulpice. Tiberge lui parla fort avantageusement des dispositions que je lui avais marquées pour le bien dans notre dernière entrevue. Il ajouta qu'il me croyait entièrement dégagé de Manon, mais qu'il était surpris néanmoins que je ne lui eusse pas donné de mes nouvelles depuis 8 jours. Mon père n'était pas dupe. Il comprit qu'il y avait quelque chose qui échappait à la pénétration de Tiberge dans le silence dont il se plaignait, et il employa tant de soins pour découvrir mes traces que, 2 jours après son arrivée, il apprit que j'étais au Châtelet. Avant de recevoir sa visite, à laquelle j'étais fort éloignée de m'attendre sitôt, je reçus celle de monsieur le lieutenant général de police, où, pour expliquer les choses par leur nom, je subis l'interrogatoire. Il me fit quelques reproches, mais il n'était ni dur ni désobligeant. Il me dit avec douceur qu'il plaignait ma mauvaise conduite, que j'avais manqué de sagesse en me faisant un ennemi tel que monsieur de G.M., qu'à la vérité, il était aisé de remarquer qu'il y avait dans mon affaire plus d'imprudence et de légèreté que de malice, mais que c'était néanmoins la seconde fois que je me trouvais sujet à son tribunal et qu'il avait espéré que je serais devenu plus sage après avoir pris 2 ou 3 mois de leçons à Saint-Lazare. Charmé d'avoir affaire à un juge raisonnable, je m'expliquai avec lui d'une manière si respectueuse et si modérée qu'il parut extrêmement satisfait de mes réponses. Il me dit que je ne devais pas me livrer trop au chagrin et qu'il se sentait disposé à me rendre service en faveur de ma naissance et de ma jeunesse. Je me hasardai à lui recommander Manon et à lui faire l'éloge de sa douceur et de son bon naturel. Il me répondit en riant qu'il ne l'avait point encore vue, mais qu'on la représentait comme une dangereuse personne. Ce mot excita tellement ma tendresse que je lui dis 1000 choses passionnées pour la défense de ma pauvre maîtresse, et je ne pus m'empêcher même de répandre quelques larmes. Il ordonna qu'on me reconduisît à ma chambre. « Amour, amour !» s'écria ce grave magistrat en me voyant sortir. « Ne te réconcilieras-tu jamais avec la sagesse ?» J'étais à m'entretenir tristement de mes idées et à réfléchir sur la conversation que j'avais eue avec monsieur le lieutenant général de police, lorsque j'entendis ouvrir la porte de ma chambre. C'était mon père. Quoique je dusse être préparée à cette vue, puisque je m'y attendais quelques jours plus tard, je ne laissais pas d'en être frappée si vivement que je me serais précipitée au fond de la terre si elle s'était entr'ouverte à mes pieds. J'allais l'embrasser avec toutes les marques d'une extrême confusion. Il s'assit sans que ni lui ni moi eussions encore ouvert la bouche. Comme je demeurais debout, les yeux baissés et la tête découverte, « Asseyez-vous, monsieur, me dit-il gravement. Asseyez-vous. Grâce au scandale de votre libertinage et de vos friponneries, j'ai découvert le lieu de votre demeure. C'est l'avantage d'un mérite tel que le vôtre de ne pouvoir demeurer caché. Vous allez à la renommée par un chemin infaillible. J'espère que le terme en sera bientôt la grève et que vous aurez effectivement la gloire d'y être exposé à l'admiration de tout le monde. Je ne répondis rien. Il continua. Qu'un père est malheureux lorsqu'après avoir aimé tendrement un fils et n'avoir rien épargné pour en faire un honnête homme, il n'y trouve à la fin qu'un fripon qui le déshonore. On se console d'un malheur de fortune, le temps l'efface et le chagrin diminue. Mais quel remède contre un mal qui augmente tous les jours, tel que les désordres d'un fils vicieux qui a perdu tout sentiment d'honneur. Tu ne dis rien, malheureux, ajouta-t-il. Voyez cette modestie contrefaite et cet air de douceur hypocrite. Ne le prendrait-on pas pour le plus honnête homme de sa race ? Quoique je fusse obligé de le reconnaître que je méritais une partie de ses outrages, il me parut néanmoins que c'était les porter à l'excès. Je crus qu'il m'était permis d'expliquer naturellement ma pensée. « Je vous assure, monsieur, lui dis-je, que la modestie où vous me voyez devant vous n'est nullement affectée. C'est la situation naturelle d'un fils bien né qui respecte infiniment son père et surtout un père irrité. Je ne prétends pas non plus passer pour l'homme le plus réglé de notre race.
Je me connais digne de vos reproches, mais je vous conjure d'y mettre un peu plus de bonté et de ne pas me traiter comme le plus infâme de tous les hommes. Je ne mérite pas des noms si durs. C'est l'amour, vous le savez, qui a causé toutes mes fautes. Fatale passion, hélas! N'en connaissez-vous pas la force? Et se peut-il que votre sang, qui est la source du mien, n'ait jamais ressenti les mêmes ardeurs? L'amour m'a rendu trop tendre, trop passionné, trop fidèle, et peut-être trop complaisant pour les désirs d'une maîtresse toute charmante. Voilà mes crimes. Envoyez-vous là quelqu'un qui vous déshonore? Allons, mon père, ajoutai-je tendrement, un peu de pitié pour un fils qui a toujours été plein de respect et d'affection pour vous, qui n'a pas renoncé, comme vous pensez, à l'honneur et au devoir, et qui est 1000 fois plus à plaindre que vous ne sauriez vous l'imaginer. Je laissai tomber quelques larmes en finissant ces paroles. Un cœur de père est le chef-d'œuvre de la nature. Elle y règne, pour ainsi parler, avec complaisance, et elle en règle elle-même tous les ressorts. Le mien, qui était avec cela homme d'esprit et de goût, fut si touché du tour que j'avais donné à mes excuses qu'il ne fut pas le maître de me cacher ce changement. « Viens, mon pauvre chevalier, me dit-il, viens m'embrasser. Tu me fais pitié. » Je l'embrassai. Il me serra d'une manière qui me fit juger de ce qui se passait dans son cœur. « Mais quels moyens prendrons-nous donc, reprit-il, pour te tirer d'ici? Explique-moi toutes tes affaires sans déguisement. » Comme il n'y avait rien, après tout, dans le gros de ma conduite qui pût me déshonorer absolument, du moins en la mesurant sur celle des jeunes gens d'un certain monde, et qu'une maîtresse ne passe point pour une infamie dans le siècle où nous sommes, non plus qu'un peu d'adresse à s'attirer la fortune du jeu, je fis sincèrement à mon père le détail de la vie que j'avais menée. À chaque faute dont je lui faisais l'aveu, j'avais soin de joindre des exemples célèbres pour en diminuer la honte. Je vis avec une maîtresse, lui disais-je, sans être lié par les cérémonies du mariage. Monsieur le duc de en entretient 2 aux yeux de tout Paris. Monsieur D en a une depuis 10 ans, qu'il aime avec une fidélité qu'il n'a jamais eue pour sa femme. Les 2/3 des honnêtes gens de France se font honneur d'en avoir. J'ai usé de quelques supercheries au jeu. Monsieur le marquis de et le comte de n'ont point d'autres revenus. Monsieur le prince de et monsieur le duc de sont les chefs d'une bande de chevaliers du même ordre. Pour ce qui regardait mes dessins sur la bosse des 2 GM, j'aurais pu prouver aussi facilement que je n'étais pas sans modèle, mais il me restait trop d'honneur pour ne pas me condamner moi-même avec tous ceux dont j'aurais pu me proposer l'exemple. De sorte que je priais mon père de me pardonner cette faiblesse aux 2 violentes passions qui m'avaient agité, la vengeance et l'amour. Il me demanda si je pouvais lui donner quelque ouverture sur les plus courts moyens d'obtenir ma liberté et d'une manière qui pût lui faire éviter l'éclat. Je lui appris les sentiments de bonté que le lieutenant général de police avait pour moi. « Si vous trouvez quelques difficultés, lui dis-je, elles ne peuvent venir que de la part des GM. Ainsi je crois qu'il serait à propos que vous prissiez la peine de les voir. » Il me le promit. Je n'osais le prier de solliciter pour Manon. Ce ne fut point un défaut de hardiesse, mais un effet de la crainte où j'étais de le révolter par cette proposition et de lui faire naître quelques desseins funestes à elle et à moi. Je suis encore à savoir si cette crainte n'a pas causé mes plus grandes infortunes en m'empêchant de tenter les dispositions de mon père et de faire des efforts pour lui en inspirer de favorables à ma malheureuse maîtresse. J'aurais peut-être excité encore une fois sa pitié. Je l'aurais mis en garde contre les impressions qu'il allait recevoir trop facilement du vieux GM. Que sais-je? Ma mauvaise destinée l'aurait peut-être emporté sur tous mes efforts, mais je n'aurais eu qu'elle, du moins, et la cruauté de mes ennemis à accuser de mon malheur. En me quittant, mon père alla faire une visite à monsieur de GM. Il le trouva avec son fils, à qui le garde du corps avait honnêtement rendu la liberté. Je n'ai jamais su les particularités de leur conversation, mais il ne m'a été que trop facile d'en juger par ses mortels effets. Ils allèrent ensemble. Je dis les 2 pères chez monsieur le lieutenant général de police, auquel ils demandèrent de grâce. L'une de me faire sortir sur le champ du Châtelet,
l'autre d'enfermer Manon pour le reste de ses jours ou de l'envoyer en Amérique. On commençait dans le même temps à embarquer quantité de gens sans aveu pour le Mississippi. Monsieur le lieutenant-général de police leur donna sa parole de faire partir Manon par le premier vaisseau. Monsieur de GM et mon père vinrent aussitôt m'apporter ensemble la nouvelle de ma liberté. Monsieur de GM me fit un compliment civil sur le passé, et m'ayant félicité sur le bonheur que j'avais d'avoir un tel père, il m'exhorta à profiter désormais de ses leçons et de ses exemples. Mon père m'ordonna de lui faire des excuses de l'injure prétendue que j'avais faite à sa famille et de remercier de s'être employé avec lui pour mon élargissement. Nous sortîmes ensemble sans avoir dit un mot de ma maîtresse. Je n'osais même parler d'elle aux guichetiers en leur présence. Hélas, mes tristes recommandations eussent été bien inutiles. L'ordre cruel était venu en même temps que celui de ma délivrance. Cette fille infortunée fut conduite 1 heure après à l'hôpital pour y être associée à quelques malheureuses qui étaient condamnées à subir le même sort. Mon père m'ayant obligé de le suivre à la maison où il avait pris sa demeure, il était presque 6 heures du soir lorsque je trouvai le moment de me dérober de ses yeux pour retourner au Châtelet. Je n'avais dessein que de faire tenir quelques rafraîchissements à Manon et de la recommander au concierge, car je ne me promettais pas que la liberté de la voir me fût accordée. Je n'avais point encore eu le temps non plus de réfléchir aux moyens de la délivrer. Je demandai à parler au concierge. Il avait été content de ma libéralité et de ma douceur, de sorte qu'ayant quelque disposition à me rendre service, il me parla du sort de Manon comme d'un malheur dont il avait beaucoup de regrets parce qu'il pouvait m'affliger. Je ne compris point ce langage. Nous nous entretînmes quelques moments sans nous entendre. À la fin, s'apercevant que j'avais besoin d'une explication, il me la donna telle que j'ai déjà eu horreur de vous la dire et que je l'ai encore de la répéter. Jamais apoplexie violente ne causa d'effets plus subits et plus terribles. Je tombais avec une palpitation de cœur si douloureuse qu'à l'instant que je perdis la connaissance, je me crus délivrée de la vie pour toujours. Il me resta même quelque chose de cette pensée lorsque je revins à moi. Je tournai mes regards vers toutes les parties de la chambre et sur moi-même pour m'assurer si je portais encore la malheureuse qualité d'homme vivant. Il est certain qu'en ne suivant que le mouvement naturel qui fait chercher à se délivrer de ses peines, rien ne pouvait me paraître plus doux que la mort, dans ce moment de désespoir et de consternation. La religion même ne pouvait me faire envisager rien de plus insupportable après la vie que les convulsions cruelles dont j'étais tourmentée. Cependant, par un miracle propre à l'amour, je retrouvai bientôt assez de force pour remercier le ciel de m'avoir rendu la connaissance et la raison. Ma mort n'eût été utile qu'à moi. Manon avait besoin de ma vie pour la délivrer, pour la secourir, pour la venger. Je jurais de m'y employer sans ménagement. Le concierge me donna toute l'assistance que j'eusse pour attendre du meilleur de mes amis. Je reçus ses services avec une vive reconnaissance. « Hélas, lui dis-je, vous êtes donc touché de mes peines. Tout le monde m'abandonne. Mon père même est sans doute un de mes cruels persécuteurs. Personne n'a pitié de moi. Vous seul, dans le séjour de la dureté et de la barbarie, vous marquez de la compassion pour le plus misérable de tous les hommes. » Il me conseillait de ne point paraître dans la rue sans être un peu remis du trouble où j'étais. « Laissez, répondis-je en sortant, je vous reverrai plus tôt que vous ne pensez. Préparez le plus noir de vos cachots, je vais travailler à le mériter. » En effet, mes premières résolutions n'allaient à rien de moins qu'à me défaire des 2 GM et du lieutenant général de police et fondre ensuite à main armée sur l'hôpital avec tous ceux que je pourrais engager dans ma querelle. Mon père lui-même eût à peine été respecté dans une vengeance qui me paraissait si juste, car le concierge ne m'avait pas caché que lui et GM étaient les auteurs de ma perte.
Mais lorsque j'eus fait quelques pas dans la rue, et que l'air eut un peu rafraîchi mon sang et mes humeurs, ma fureur fit place peu à peu à des sentiments plus raisonnables. La mort de nos ennemis eût été d'une faible utilité pour Manon, et qu'elle m'eût exposé sans doute à me voir ôter tous les moyens de la secourir. D'ailleurs, aurais-je eu recours à un lâche assassinat? Quelle autre voie pouvais-je m'ouvrir à la vengeance? Je recueillis toutes mes forces et tous mes esprits pour travailler d'abord à la délivrance de Manon, remettant tout le reste après le succès de cette importante entreprise. Il me restait peu d'argent. C'était néanmoins un fondement nécessaire par lequel il fallait commencer. Je ne voyais que 3 personnes de qui j'en pusse attendre, Monsieur de T, mon père et Tiberge. Il y avait peu d'apparence d'obtenir quelque chose des 2 derniers, et j'avais honte de fatiguer l'autre par mes importunités. Mais ce n'est point dans le désespoir qu'on garde des ménagements. J'allais sur le champ au séminaire de Saint-Sulpice sans m'embarrasser si je serais reconnue. Je fis appeler Tiberge. Ses premières paroles me firent comprendre qu'il ignorait encore mes dernières aventures. Cette idée me fit changer le dessein que j'avais de l'attendrir par la compassion. Je lui parlais, en général, du plaisir que j'avais eu de revoir mon père et je le priai ensuite de me prêter quelque argent sous prétexte de payer, avant mon départ de Paris, quelque dette que je souhaitais de tenir inconnue. Il me présenta aussitôt sa bourse. Je pris 500 francs sur 600 que j'y trouvais. Je lui offris mon billet. Il était trop généreux pour l'accepter. Je tournai de là chez Monsieur de T. Je n'eus point de réserve avec lui. Je lui fis l'exposition de mes malheurs et de mes peines. Il en savait déjà jusqu'aux moindres circonstances par le soin qu'il avait eu de suivre l'aventure du jeune GM. Il m'écouta néanmoins et me plaignit beaucoup. Lorsque je lui demandai ses conseils sur les moyens de délivrer Manon, il me répondit tristement qu'il y voyait si peu de jours qu'à moins d'un secours extraordinaire du ciel, il fallait renoncer à l'espérance, qu'il avait passé exprès à l'hôpital depuis qu'elle y était renfermée, qu'il n'avait pu obtenir lui-même la liberté de la voir, que les ordres du lieutenant général de police étaient de la dernière rigueur et que, pour comble d'infortune, la malheureuse bande où elle devait entrer devait partir le surlendemain du jour où nous étions. J'étais si consternée de son discours qu'il eût pu parler 1 heure sans que j'eusse pensé à l'interrompre. Il continua de me dire qu'il ne m'était point allé voir au Châtelet pour se donner plus de facilité à me servir lorsqu'on le croirait sans liaison avec moi, que depuis quelques heures que j'en étais sortie, il avait eu le chagrin d'ignorer où je m'étais retirée et qu'il avait souhaité de me voir promptement pour me donner le seul conseil dont il semblait que je puisse espérer du changement dans le sort de Manon, mais un conseil dangereux auquel il me priait de cacher éternellement qu'il eût part. C'était de choisir quelques braves qui eussent le courage d'attaquer les gardes de Manon lorsqu'il serait sorti de Paris avec elle. Il n'attendit point que je lui parlasse de mon indigence. « Voilà 100 pistoles, me dit-il en me présentant une bourse, qui pourront vous être de quelque usage. Vous me les remettrez lorsque la fortune aura rétabli vos affaires. » Il ajouta que si le soin de sa réputation lui eût permis d'entreprendre lui-même la délivrance de ma maîtresse, il m'eût offert son bras et son épée. Cette excessive générosité me toucha jusqu'aux larmes. J'employais, pour lui marquer ma reconnaissance, toute la vivacité que mon affliction me laissait de reste. Je lui demandais s'il n'y avait rien à espérer par la voie des intercessions auprès du lieutenant général de police. Il me dit qu'il y avait pensé, mais qu'il croyait cette ressource inutile, parce qu'une grâce de cette nature ne pouvait se demander sans motif et qu'il ne voyait pas bien quel motif on pouvait employer pour se faire un intercesseur d'une personne grave et puissante, que si l'on pouvait se flatter de quelque chose de ce côté-là, ce ne pouvait être qu'en faisant changer de sentiment à Monsieur 2GM et à mon père, et en les engageant à prier eux-mêmes Monsieur le lieutenant général de police de révoquer sa sentence. Il m'offrit de faire tous ses efforts pour gagner le jeune GM, quoiqu'il le crût un peu refroidi à son égard par quelques soupçons qu'il avait conçus de lui à l'occasion de notre affaire.
Et il m'exhorta à ne rien omettre de mon côté pour fléchir l'esprit de mon Père. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez aimer la vidéo, la partager. Et voilà, il en reste une, je pense, j'espère, pas plus d'une. Une, c'est bien. Pour terminer, Manon Lescaut. Voilà, je vous remercie. À très bientôt et faites bien attention à vous. Merci.